Le père du PDG noir s'était déguisé en maçon pour évaluer ses employés. Choqué, il les avait licenciés sur le champ. L'humiliation lui brûlait la poitrine tandis que l'eau froide ruisselait sur son visage ridé, détrempant sa chemise et formant une flaque à ses pieds. Victor Reed, l'arrogant directeur des opérations, riait après avoir délibérément projeté un verre d'eau au visage de Thomas. « C'est à toi d'apprendre ta place, vieil homme inutile. » Les rires des jeunes cadres témoins de la scène résonnaient dans le couloir. Le vieil homme restait immobile, les yeux baissés, absorbant chaque seconde de cette cruelle humiliation. Mais ce que Victor ignorait, c'était que ce simple maçon de 60 ans, à l'allure tranquille et frêle, n'était pas un employé subalterne ordinaire. C'était Samuel Johnson, le légendaire milliardaire fondateur de Johnson Enterprises, qui avait bâti son empire à partir de rien et qui était maintenant sous couverture pour découvrir la vérité sur sa propre entreprise. Au cœur d'Atlanta, Johnson Enterprises s'imposait avec ses 40 étages de verre et d'acier, symbole du rêve américain réalisé par un homme noir ayant défié tous les pronostics. Samuel Johnson n'était pas né dans un berceau d'or. Fils d'un chauffeur de bus et d'une femme de ménage, il avait grandi en périphérie de la ville, où les préjugés limitaient ses rêves et ses opportunités. À 23 ans, alors que les préjugés empêchaient encore les hommes noirs d'accéder à des postes de direction, Samuel avait osé rêver de sa propre entreprise de technologie. Il avait commencé dans un garage loué avec un capital emprunté à des amis et avait travaillé sans relâche pour réaliser sa vision, ne dormant souvent que 4 heures par nuit et se heurtant aux portes closes de ceux qui ne croyaient pas qu'un jeune homme noir pouvait révolutionner l'industrie. 38 ans plus tard, Johnson Enterprises était devenu un géant mondial de la technologie, valant des milliards de dollars et employant des milliers de personnes à travers le monde. Samuel n'avait jamais oublié ses origines modestes. Il avait mis en place des programmes de bourse pour les jeunes issus de communautés défavorisées et veillé à ce que son entreprise soit un modèle de diversité et d'intégration. Cependant, le temps n'épargnait personne. Après 4 décennies de dévouement total, le poids de l'âge l'avait poussé à passer les rênes à son fils unique, Marcus Johnson. Marcus, soigneusement formé par son père, était diplômé de Harvard avec mention et avait été méticuleusement guidé pour comprendre les valeurs fondamentales de l'entreprise: l'égalité, la créativité et le respect de tous. Samuel pensait que son héritage était entre de bonnes mains. Cependant, après avoir quitté la direction de l'entreprise, des nouvelles inquiétantes avaient commencé à lui parvenir par l'intermédiaire d'anciens collègues loyaux. Des rumeurs d'arrogance parmi les cadres, de mauvais traitements infligés aux employés subalternes, de discrimination subtile et d'un environnement de pression constante étouffant la culture du respect à laquelle il tenait tant. Dans un premier temps, Samuel avait tenté d'ignorer ces rumeurs, pensant qu'il s'agissait peut-être simplement d'une résistance naturelle à un changement de direction. Mais lorsqu'une ancienne secrétaire de confiance l'avait appelé en pleurant pour lui raconter comment elle avait été humiliée publiquement avant de démissionner, il avait compris qu'il ne pouvait plus prétendre que tout allait bien. « Monsieur Johnson, l'entreprise que vous avez bâtie est en train de mourir de l'intérieur », étaient les mots qui résonnaient dans son esprit. Incapable d'ignorer ces signes alarmants, Samuel avait pris une décision audacieuse. Se déguiser en simple maçon engagé pour des réparations au siège de l'entreprise, adoptant le nom de Thomas afin de constater la vérité de ses propres yeux. Le premier jour, son cœur s'était emballé, mêlé à la nervosité et à l'incertitude, des sensations qu'il n'avait pas ressenties depuis des décennies. Il avait teint ses cheveux en gris, laissé pousser sa barbe pendant des semaines, adopté une posture légèrement voûtée et porté des vêtements simples qui cachaient la carrure de l'homme qui faisait autrefois la couverture des magazines d'affaires. Dans son uniforme gris d'ouvrier du bâtiment, Samuel avait immédiatement ressenti son invisibilité dans les regards des jeunes cadres qui passaient devant lui comme s'il faisait partie du décor. Il avait été rapidement présenté à une équipe de maintenance par un superviseur d'âge moyen dont la froideur était évidente. Voici le nouveau Thomas. Il est vieux, mais c'était le seul disponible. Montrez-lui qu'il peut encore servir à quelque chose, avait dit le superviseur en lui tendant quelques outils de base avant de s'éloigner rapidement sans autre instruction. Perdu dans ses pensées alors qu'il arpentait le hall d'entrée qu'il avait lui-même conçu des années auparavant, Samuel avait remarqué une silhouette qui s'approchait dans le couloir. Les pas résonnaient avec autorité et arrogance. C'était Victor Reed, le nouveau directeur des opérations dont Samuel n'avait entendu parler que par Marcus. Grand, les cheveux châtain clair soigneusement coiffés en arrière et impeccablement vêtus, il avait suffi d'un regard pour que Samuel ressente l'étouffante confiance en soi qui émanait de cet homme. « Tu es nouveau dans le coin, n'est-ce pas ?» avait demandé Victor d'un ton condescendant en examinant Samuel de haut en bas. « Nous ne payons pas les vieux pour qu'ils travaillent lentement. Accélère le rythme. Je ne veux pas voir de saleté par ici. » Délibérément, Victor avait traversé la zone fraîchement nettoyée, laissant des traces de pas alors qu'il s'éloignait, un sourire satisfait sur le visage. Au cours des semaines suivantes, Samuel avait été témoin d'une culture d'entreprise qu'il n'aurait jamais imaginée dans la société qu'il avait construite avec tant d'amour et de dévouement.
Il voyait le personnel d'entretien baisser la tête, craintif, travaillant dans un silence absolu. Il avait remarqué que les cadres parlaient d'un ton dur à leur secrétaire, ignoraient complètement le personnel de nettoyage et que les réunions se déroulaient dans la crainte plutôt que dans le respect. La cruelle réalité le bouleversait profondément, mais il savait qu'il devait poursuivre son enquête jusqu'à ce qu'il connaisse toute la vérité. Mais Samuel serait-il capable d'endurer les humiliations quotidiennes pour découvrir toute la vérité? Jusqu'où irait la cruauté de ces cadres abusifs? Et comment son fils Marcus réagirait-il en découvrant ce qui se passait sous son commandement? Au fil des jours, la réalité de Johnson Enterprises devenait de plus en plus inquiétante pour Samuel. L'empire qu'il avait bâti sur des valeurs d'égalité et de respect abritait désormais une culture toxique prospérant dans l'ombre. En tant que Thomas, le vieux maçon invisible, il assistait chaque jour à des scènes qui lui déchiraient le cœur. Un jeudi, alors qu'il réparait une fuite au 38e étage, Samuel avait vu Victor humilier publiquement une jeune femme de ménage nommée Lucia, une immigrée hondurienne qui parlait à peine anglais. Victor avait crié « As-tu la moindre idée du prix de ces chaussures ?» après que Lucia avait accidentellement renversé une bouteille de produit de nettoyage sur ses chaussures importées. « Tu crois que tu pourrais les payer avec une année entière de ton salaire de misère ? Les gens comme toi doivent apprendre à rester à leur place. » Lucia, terrifiée, se contentait d'incliner la tête en signe d'excuse, mais Victor ne se laissait pas apaiser. Il s'était approché d'elle, le ton menaçant, « Si cela se reproduit, ne pense même pas à revenir ici. » Puis il était parti, la laissant paralysée dans le couloir, des larmes silencieuses coulant sur son visage pâle. Samuel s'était précipité pour la réconforter, le cœur serré de voir la jeune femme trembler, essuyer ses larmes et continuer à travailler comme si de rien n'était. « Ne t'inquiète pas, mon enfant, les hommes comme lui ne sont grands que parce que les autres se font petits, » lui chuchotait-il en l'aidant à nettoyer le désordre. « Merci, monsieur Thomas, » avait répondu Lucia d'une voix tremblante. « J'ai besoin de ce travail. J'ai 2 enfants en bas âge, mais Victor Reed n'est pas le seul problème. » Samuel s'était vite rendu compte que Diana Collins, la directrice financière, était tout aussi dangereuse. Diana, une femme d'une 40aine d'années aux yeux aussi froids que la glace, traitait les employés subalternes comme des outils jetables. « Thomas, nettoie encore mon bureau », ordonnait-elle un après-midi, alors que Samuel venait de le terminer. « Il y a de la poussière dans les coins, et pendant que tu y es, explique-moi pourquoi nous embauchons encore des gens de ton âge alors que des robots feraient mieux le travail. » Samuel avait baissé la tête, feignant la soumission, tandis que Diana poursuivait. « Nous devrions tous vous remplacer par quelque chose de plus efficace. Votre genre est un gaspillage des ressources de l'entreprise. » Diana était partie, laissant Samuel dans une profonde souffrance. Ces mots n'étaient pas seulement cruels. Ils contredisaient tout ce que Johnson Enterprises représentait. L'entreprise qui avait créé des programmes de retraite exemplaires et valorisé l'expérience des employés plus âgés les traitait désormais comme des fardeaux indésirables. Au cours du déjeuner dans la cantine du personnel, un environnement simple qui contrastait fortement avec l'élégant restaurant de direction du 40e étage, Samuel avait commencé à nouer des liens avec d'autres travailleurs. Là, entre des sandwichs enveloppés dans du papier d'aluminium et du café chaud, ils partageaient leurs histoires. Cela avait commencé il y a environ 2 ans, expliquait Miguel, un concierge de 50 ans qui travaillait dans l'entreprise depuis plus de 10 ans lorsque l'ancien Monsieur Johnson était parti et que les nouveaux directeurs avaient pris le relais. Au début, ce n'était que de petits changements, mais ensuite. Puis il y avait eu la restructuration, ajoutait Hélène, une réceptionniste plus âgée qui travaillait dans le hall principal. Ils ont réduit nos avantages, augmenté les objectifs, commencé à nous traiter comme des produits jetables. Avez-vous essayé de parler au RH ? Demandait Samuel avec prudence. Tout le groupe riait amèrement. Stéphanie Chen au RH, disait Miguel en secouant la tête. C'est la pire de toutes. Toute plainte que vous lui adressez revient sous forme d'avertissement dans votre dossier. 3 personnes ont été licenciées pour avoir porté plainte concernant le traitement qu'elles avaient reçu. Samuel sentait une rage froide monter en lui. Il avait personnellement engagé Stéphanie 5 ans plus tôt en lui promettant de toujours veiller au bien-être des employés. La goutte d'eau qui avait fait déborder le vase était survenue un vendredi pluvieux. Samuel était en train de réparer une fenêtre qui fuyait dans le bureau principal au 41e étage, lorsqu'il avait entendu des voix provenant de la salle de réunion attenante. Il les reconnaissait immédiatement. Victor Reed, Diana Collins et Stéphanie Chen étaient en réunion avec leur fils Marcus. « Les chiffres sont excellents pour ce trimestre », déclarait Victor, la voix chargée de fierté. « Nous avons augmenté la rentabilité de 15% en réduisant les coûts inutiles. »« Excellent travail », répondait Marcus. « Mon père s'est toujours trop focalisé sur le bien-être des employés, oubliant que nous sommes une entreprise, pas une association caritative. » Samuel s'était figé,
son cœur s'étant brisé en entendant les mots de son fils. Ce vieil imbécile a ruiné une entreprise solide, disait Diana d'un ton dédaigneux, mais ses méthodes étaient dépassées. Les entreprises modernes exigent de l'efficacité, pas de la sensiblerie. Je suis d'accord, disait Stéphanie. Toutes ces politiques de soutien aux employés épuisent nos ressources. Le rire qui avait suivi avait été comme un coup de poignard dans le cœur de Samuel. Son propre fils avait trahi tout ce qu'il représentait en se laissant corrompre par des cadres sans scrupules. Ce soir-là, en rentrant dans son appartement vide, Samuel avait pris une décision. Il ne suffisait plus d'observer, il fallait agir. Assis à la table de la cuisine, il avait commencé à organiser les preuves qu'il avait recueillies. Des enregistrements audio réalisés discrètement sur son téléphone, des notes détaillées des incidents, et les noms des employés prêts à témoigner. En élaborant son plan, Samuel avait réfléchi à tout ce que son déguisement avait révélé. En tant que PDG, il avait toujours cru connaître parfaitement son entreprise, mais c'était seulement maintenant, en vivant comme un travailleur invisible, qu'il réalisait la véritable nature de son empire. « Marcus, mon fils, s'était-il dit, tu as oublié la leçon la plus importante que j'ai essayé de t'enseigner. La véritable valeur d'une entreprise ne réside pas dans ses bénéfices, mais dans les personnes qui la construisent chaque jour. » Samuel avait ouvert son ordinateur portable et avait rédigé un email à Benjamin Lewis, le président du conseil d'administration et son plus vieil ami. Il était urgent qu'ils se parlent. Il était temps de faire le ménage. Le vieux lion sortait de son sommeil, et lorsque celui-ci rugissait, c'était tout Johnson Enterprises qui tremblait sous la force de sa juste colère. Au cours des 2 semaines suivantes, Samuel avait préparé méticuleusement chaque détail de son plan. À l'aide de minuscules caméras et de microphones dissimulés dans son uniforme de maçon, il avait documenté systématiquement chaque abus, chaque commentaire dégradant, chaque violation des politiques de l'entreprise qu'il avait lui-même créée. Un lundi matin, Johnson Enterprises vibrait de l'énergie frénétique caractéristique du début de semaine. Au 43e étage, la salle de réunion principale avait été préparée pour une réunion extraordinaire du conseil d'administration convoquée par Benjamin Lewis à la demande d'un investisseur anonyme prétendant détenir des informations critiques sur des irrégularités dans la gestion actuelle. Victor Reed était entré dans la salle avec son arrogance habituelle, suivi de Diana Collins, Stéphanie Chen et enfin Marcus, tous affichant des expressions d'irritation face à cet appel inattendu. Qui est ce mystérieux investisseur qui pense pouvoir nous convoquer ainsi ? Avait grogné Victor en ajustant sa coûteuse cravate. Diana avait haussé les épaules. Probablement un actionnaire minoritaire qui essaie de se sentir important. Nous allons régler cela rapidement, avait assuré Marcus avec assurance. Personne ne remettra en question nos méthodes lorsqu'il verra les résultats financiers de ce trimestre. Les membres du conseil d'administration avaient pris place, et Benjamin Lewis, un homme noir de 68 ans aux cheveux grisonnants et à la posture impeccable, s'était levé pour prendre la parole. « Mesdames et messieurs, j'ai convoqué cette réunion à la demande de quelqu'un qui détient des informations troublantes sur la gestion actuelle de Johnson Enterprises. » À ce moment-là, la porte s'était ouverte et Thomas, le vieux maçon, était entré avec une boîte à outils. Victor s'était levé immédiatement, furieux. « Qu'est-ce que ce maçon fait ici ? Nous avons une réunion importante. » Benjamin avait souri. « Continuez, monsieur. » À la stupéfaction générale, Thomas s'était dirigé calmement vers le bout de la table, avait posé sa boîte à outils et s'était placé à côté de Benjamin. « Quelle est cette absurdité ?» s'était écriée Diana. « Faites sortir cet homme d'ici. » Thomas avait regardé directement Marcus, dont le visage montrait confusion et irritation. Puis il avait commencé lentement à enlever sa fausse barbe, ses faux sourcils et le déguisement qu'il portait depuis des semaines. Un silence sépulcral avait envahi la pièce lorsque le vrai visage de Samuel Johnson avait émergé des couches du déguisement. Marcus avait pâli comme s'il avait vu un fantôme. Victor et Diana s'étaient figés sur leur siège, tandis que Stéphanie avait laissé tomber le stylo qu'elle tenait. « Papa » avait dit Marcus d'une voix presque inaudible. Samuel était resté silencieux un moment, son regard parcourant tous les visages de la pièce avant de se poser sur son fils. Pendant 4 semaines, sa voix avait résonné avec force. « J'ai parcouru les couloirs de l'entreprise que j'ai construite en tant qu'invisible. J'ai été témoin de choses que je n'aurais jamais imaginées possibles entre ces murs. » Se tournant vers un technicien dans un coin de la pièce, Samuel avait fait un geste. Les lumières s'étaient éteintes et un projecteur avait illuminé le mur. Sans suite, un montage dévastateur. Victor avait versé de l'eau sur Samuel. Diana avait humilié des employés âgés. Stéphanie avait menacé de licencier quiconque se plaignait, et plus douloureusement, Marcus avait reconnu que la vision de son père était démodée et sentimentale. Ce ne sont là que quelques-unes des centaines d'heures d'images que j'ai recueillies,
avait déclaré Samuel, la voix chargée de déception. Je ne suis pas seulement venu en tant que père ou fondateur trahi, mais aussi en tant que témoin de la souffrance de braves gens écrasés par des dirigeants sans caractère. Victor avait tenté d'intervenir. Monsieur Johnson, c'est complètement hors contexte. Silence. Samuel avait frappé la table avec une force surprenante. Vous avez versé de l'eau sur moi. Vous vous êtes moqué de moi. Vous avez humilié Lucia parce qu'elle avait renversé une bouteille de nettoyage. Tu crois que je ne sais pas reconnaître un abus de pouvoir quand j'en vois un? Le visage de Victor avait perdu toute couleur. Samuel avait alors fixé Diana. Tu as dit que les gens comme moi étaient inutiles et un gaspillage de ressources. Ce sont des gens comme moi qui ont construit cette entreprise. Diana avait baissé les yeux, incapable de soutenir son regard. Et toi, Stéphanie, poursuivait Samuel, tu as transformé le département créé pour protéger nos employés en un instrument d'intimidation. Enfin, Samuel s'était tourné vers son fils et sa voix s'était adoucie, chargée de tristesse. Et toi, Marcus, la plus grande déception de toutes, non seulement tu as permis que cela se produise, mais tu y as activement participé, trahissant toutes les valeurs que j'ai essayé de t'enseigner. Marcus avait essayé de parler, mais les mots ne sortaient pas. Samuel s'était alors adressé au conseil d'administration. En tant que fondateur et actionnaire individuel encore plus important de Johnson Enterprises, j'exige la démission immédiate de Victor Reed, Diana Collins et Stephanie Chen. Quant à vous, Marcus, il marqua une pause douloureuse, vous êtes temporairement relevé de vos fonctions de PDG en attendant une évaluation complète de vos actions. Benjamin Lewis s'était levé. Tout le monde est d'accord. Les mains s'étaient levées à l'unanimité. Il était impossible d'argumenter contre les preuves présentées. Sécurité, appelle Benjamin, escortez Monsieur Reed, Madame Collins et Madame Chen hors du bâtiment. Vos affaires vous seront envoyées plus tard. Alors que les trois hommes étaient emmenés, protestant inutilement, Samuel s'était approché de Marcus, qui restait immobile, dévasté par la révélation. « Pourquoi, papa ?» murmura enfin Marcus. « Pourquoi n'es-tu pas venu me voir directement ?» Samuel avait posé la main sur l'épaule de son fils, le regard mêlé de déception et d'espoir. « Parce que parfois, mon fils, la seule façon de voir la vérité, c'est à travers les yeux de ceux qui souffrent. » Les jours qui avaient suivi la révélation dramatique dans la salle du conseil d'administration avaient été marqués par une profonde transformation au sein de Johnson Enterprises. La nouvelle de la dissimulation du fondateur légendaire et de la démission des cadres abusifs s'était répandue comme une traînée de poudre, provoquant une onde de choc dans toute l'industrie. Les médias avaient tenté désespérément d'obtenir une interview de Samuel Johnson, le milliardaire qui avait travaillé comme maçon pour défendre les opprimés. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'entreprise, un nouvel esprit avait commencé à s'épanouir. Samuel, qui avait temporairement repris les rênes de l'entreprise, ne tardait pas à mettre en œuvre de profonds changements structurels. Sa première action fut de convoquer une assemblée réunissant tous les employés, des cadres au personnel d'entretien. Dans le grand auditorium bondé, Samuel monta sur scène, vêtu d'un costume impeccable, mais portant symboliquement la même boîte à outils que celle qu'il utilisait sous le nom de Thomas. Le silence était total lorsqu'il prit la parole. Pendant 4 semaines, il avait été Thomas parmi eux. Il avait utilisé des outils, réparé des murs et subi des humiliations. Durant cette période, il avait appris plus sur leur entreprise qu'en des années passées dans un bureau de direction. Ce jour-là, il promit à chacun d'eux que Johnson Enterprises serait un nouvel endroit où le respect serait au cœur de toutes leurs actions. Samuel annonça immédiatement des augmentations de salaire pour les employés opérationnels, la création d'un canal de dénonciation directement lié au conseil d'administration, ainsi qu'un programme de mentorat obligeant les cadres à travailler périodiquement à différents niveaux de l'entreprise afin de comprendre tous les aspects des opérations. Lucia, la femme de ménage qui avait été humiliée par Victor, fut promue superviseur des services généraux avec un salaire décent. Miguel, le gardien vétéran, fut nommé au sein d'un nouveau comité de bien-être des employés, doté d'un réel pouvoir pour mettre en œuvre des changements. Hélène, la réceptionniste, reçut une bourse pour terminer ses études tout en conservant son emploi. Cependant, pour beaucoup, la plus grande surprise fut le sort réservé à Marcus. Au lieu de le renier ou de le renvoyer définitivement, Samuel traça la voie de sa rédemption, une voie nécessitant humilité et travail acharné. Un après-midi ensoleillé, des semaines après la révélation, Marcus Johnson se tenait sur un chantier de construction de l'entreprise, vêtu d'un uniforme d'ouvrier et transportant des matériaux. À ses côtés, Samuel l'observait attentivement. « Papa, je commence à comprendre », dit Marcus pendant une pause, ses mains calleuses tenant une bouteille d'eau. « Je pensais que diriger signifiait maximiser les résultats à tout prix. Je me trompais complètement. »
Samuel hocha la tête pensivement. Le vrai leadership, mon fils, n'est jamais une question de pouvoir, mais de service. Pendant un mois, tu travailleras dans tous les services de cette entreprise, de l'atelier à la maintenance, du nettoyage au service clientèle. Ce n'est qu'ensuite que tu pourras diriger à nouveau, si les employés t'acceptent. Au cours des mois suivants, Marcus se transforma profondément. L'arrogance qui le caractérisait fit place à une véritable humilité. Il apprit les noms des employés, écouta leurs histoires et partagea les repas à la cantine des travailleurs. À la fin de sa période d'apprentissage, 87% des employés votèrent pour lui donner une seconde chance en tant que PDG. Lors de la cérémonie de sa réintégration, Marcus émouvit tout le monde avec des mots simples. J'ai appris qu'une entreprise n'est pas constituée de bâtiments, de produits ou de bénéfices. Une entreprise, c'est son personnel, et je promets d'honorer chacun d'entre vous chaque jour. Quant aux cadres licenciés, leur carrière s'effondra après la révélation de l'affaire. Victor Reed tenta de poursuivre l'entreprise pour diffamation, mais les preuves étaient incontestables. Diana Collins fut contrainte de restituer les primes obtenues en réduisant les programmes d'avantages sociaux. Stephanie Chen devint un cas d'étude dans les écoles de commerce sur la manière de ne pas gérer un département des ressources humaines. Un an après l'incident connu sous le nom de « déguisement du fondateur », Johnson Enterprises enregistra ses meilleurs résultats depuis 10 ans, non seulement en termes de bénéfices pour les employés, de rétention des talents et d'impact social positif. Le jour même où Samuel s'était déguisé en maçon, l'entreprise inaugura l'Institut Thomas Johnson pour le leadership éthique, dont la mission était d'enseigner aux futurs dirigeants d'entreprise à accorder autant d'importance aux personnes qu'aux résultats. Dans son discours inaugural, Samuel partagea la leçon qu'il avait apprise. La véritable grandeur d'une entreprise ne réside pas dans les murs qu'elle construit, mais dans les personnes qu'elle héberge. N'oubliez jamais que l'employé le plus humble porte en lui une dignité et une valeur incalculables, et qu'aucun profit ne peut justifier une atteinte à cette dignité. Marcus, devenu un leader transformé, se tenait à côté de son père, ses yeux reflétant le même engagement envers l'éthique et le respect qui avait caractérisé Samuel pendant des décennies. Ce jour-là, tous les employés de Johnson Enterprises prirent conscience d'une vérité fondamentale. Le véritable héritage d'un dirigeant ne réside pas dans les empires qu'il construit, mais dans les valeurs qu'il cultive et les vies qu'il transforme pour le meilleur. Si cette histoire vous a touché et vous a fait réfléchir à la véritable valeur des personnes sur le lieu de travail, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Auriez-vous agi comme Samuel pour protéger les plus vulnérables ? Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes sur le courage, la justice et la transformation personnelle comme celle-ci. Après tout, la plus grande force vient parfois de ceux qui choisissent de se faire tout petits pour défendre les plus invisibles.